wait. No, Donc merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Je vais effectivement vous raconter quelques mots plus sur l'histoire de cette épidémie, comment les choses ont débuté, un peu comment on s'est organisé ici sur l'Institut Pasteur et puis brièvement où on en est, mais vous verrez que les personnes qui vont parler après moi reprendront beaucoup de ces points et beaucoup plus en détail. Alors, l'histoire, pour un certain nombre d'entre nous, les cliniciens, les scientifiques qui s'intéressent aux maladies infectieuses, a commencé un 31 décembre, quand on a trouvé dans notre boîte mail le texte que vous avez sur la droite de cette diapositive, qui vient d'une liste Internet qui s'appelle PROMED, et qui nous racontait une histoire que je vous résume, il y a une bonne page de texte, mais qui nous dit que dans la ville de Wuhan, près d'un marché où on vend des animaux pour la consommation, 4 personnes ont été diagnostiquées avec une pneumonie de cause inconnue qu'on appelle atypique, ce n'était pas des grippes. Et pour ceux d'entre nous qui connaissions l'histoire du coronavirus du SRAS en 2003 dans le sud-est de la Chine, pour le modérateur d'ailleurs qui commentait sur cette nouvelle dans le même texte de mail, il était clair que le parallèle avec le coronavirus du SRAS était la première hypothèse, d'autres réfléchissaient peut-être à un nouveau virus grippal. Mais voilà, le décor était planté et on avait donc appris dans ce dernier jour du monde d'avant, j'ai envie de dire, qui était aussi le dernier jour de l'année 2019, que peut-être quelque chose se passait, même si 4 cas, ça restait encore extrêmement limité, ce qui n'a pas empêché des échanges entre nous, collègues, par mail sur « tu as vu cette annonce, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu sais ce que dit l'OMS ?» Tout ça, c'est la première semaine de janvier. L'histoire continue avec la publication assez soudaine, le 10 janvier, par des collègues scientifiques chinois sur un site partagé de séquences virales, de la séquence complète d'un nouveau coronavirus, un bêta-coronavirus, donc même famille que le coronavirus du SRAS. Ça, c'est le 10 janvier, et qui donc nous donne une confirmation que ces fameux cas de pneumopathie atypique de la ville de Wuhan étaient liés à un coronavirus, à un nouveau coronavirus. Et c'était la possibilité pour beaucoup d'entre nous, dans différents instituts dans le monde entier, à partir de cette séquence, de travailler déjà sur la mise au point de tests diagnostiques qui permettraient de reconnaître les patients éventuellement atteints de cette nouvelle pneumopathie atypique, pour peu que ce virus se répandrait, et c'est ce que vous racontera Sylvie van der Werf. 2 jours plus tard, le 12 janvier, deuxième nouvelle sur la liste PROMED, et cette fois-ci, on nous apprend qu'il n'y a pas eu 4 patients, mais finalement 41 patients, tous plus ou moins liés à ce marché de Wuhan. Le texte n'est pas très clair à ce sujet. Et un décès déjà. Donc on voit bien que la situation se complique un peu. Néanmoins, dans le texte du mail, on nous dit qu'il n'y a pas eu de transmission interhumaine décelée. Donc soit on est devant l'épisode d'un franchissement de la barrière d'espèce, ce qui a déjà été vu avec d'autres virus, mais sans transmission interhumaine, et ça restera localisé, et ces 41 personnes survivront ou non, mais ça n'ira pas plus loin. Soit le virus est suffisamment adapté à l'homme pour pouvoir se transmettre de personne à personne, et les choses pourraient vraiment empirer, mais une fois de plus, le 12 janvier, pas de transmission interhumaine détectée. L'OMS insiste néanmoins auprès des autorités chinoises en leur disant « est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas eu des personnels soignants infectés ?» ce qui témoignerait clairement de cette transmission interhumaine. La réponse est non. Et on attend donc toujours pour apprendre le 13 janvier qu'une Chinoise qui arrivait en Thaïlande est diagnostiquée à l'aéroport après un contrôle thermique avec ce nouveau coronavirus. Et 2 jours plus tard au Japon, c'est un homme qui, cette fois-ci, en arrivant au Japon, est également diagnostiqué avec ce nouveau coronavirus. Tous deux venaient de la ville de Wuhan. Donc là, on commence à se dire, attention, 41 personnes infectées à Wuhan et pourtant déjà 2 cas exportés, un en Thaïlande, un au Japon, ça ne colle pas. Et les amis de Simon Kochmez, de l'Imperial College, pendant le week-end, font le travail et nous apprennent que pour avoir 2 exportations si rapidement, il aurait fallu qu'il y ait environ 1700 personnes infectées à Wuhan en tenant compte des flux aériens entre les différentes villes concernées. Donc 1700 cas à Wuhan, c'est une toute autre histoire. Les autorités chinoises d'ailleurs reconnaissent le lendemain finalement peut-être 54+, puis le surlendemain 104+. Et le 20 janvier, une des sommités chinoises qui avait beaucoup travaillé sur l'épidémie de SRAS apparaît à la télévision officielle chinoise et nous dit
il y a effectivement beaucoup plus de cas et aussi on a eu des cas chez les personnels soignants. On s'est donc confirmé par les autorités chinoises qu'il y a une transmission interhumaine et ce qu'on avait redouté est en train de se produire, une épidémie qui va déborder largement la province de Wuhan. D'ailleurs, les choses se précipitent. 3 jours plus tard, le 23 janvier, la ville de Wuhan est placée sous cloche, si je peux dire, avec un confinement qui s'étendra à la province de Hubei, 50 millions de personnes, une première dans l'histoire récente des maladies infectieuses, qui sont gardées chez elles parce qu'une maladie épidémique est en train de se développer dans cette ville. Et puis d'ailleurs, en France, on voit arriver le 24 janvier les 3 premiers cas, 2 à Paris, 1 à Bordeaux, immédiatement isolés. On teste tous les contacts, pas de cas secondaires. La semaine suivante, 3 cas supplémentaires, immédiatement isolés. On teste les contacts. Tout ceci est fait au Centre national de référence des virus respiratoires de Séville-Vandervers. Et là encore, pas d'infection secondaire décelée. Donc, on se dit finalement, si on prend très tôt ces patients et on les isole, peut-être que les choses peuvent se passer raisonnablement bien. Un peu plus tard, c'est le début février, le 8 février, c'est au Contamine qu'on apprend qu'un cluster de 5 cas est identifié, suivi rapidement d'un 6e cas. Mais cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Chine, c'est un Britannique qui revenait de Singapour. Et on se dit, ça devient plus compliqué parce que voilà, ce virus ne peut nous arriver d'ailleurs que de la Chine. Et donc, le dépistage des personnes pour identifier les introductions sur le territoire français va devenir évidemment beaucoup plus complexe. Mais là aussi, on teste les contacts, tout le monde est négatif, on est momentanément rassuré. On voit bien qu'il y a des foyers qui se développent en Asie, à côté de la Chine. C'est la Corée du Sud, c'est Hong Kong, c'est Singapour, c'est un peu Taïwan, c'est le Japon. Mais tout ceci reste contrôlé. Même un foyer assez important en Corée du Sud rentre dans l'ordre. Et donc là, on est dans cette espèce de drôle de guerre du mois de février, où on sait que ça peut nous arriver d'ailleurs que de Chine, pas de nouvelles importations en France. Et que va-t-il se passer? Et puis, les choses se précipitent sur la fin du mois de février. D'abord, le nord de l'Italie, où on apprend le 20 février qu'il y a un cas, mais très vite, beaucoup plus, et qu'une épidémie importante est en train de se développer sur le nord de l'Italie. On apprend également qu'en Iran, il y a une épidémie importante avec des cas exportés déjà au Liban et au Canada. On est dans les derniers jours de février. Et puis, les premiers patients issus d'un rassemblement évangélique à Mulhouse, entre le 17 et le 22 février, arrivent dans les hôpitaux du Grand Est, certains avec des formes très sévères, et tout s'emballe. Les 15 premiers jours de mars, pour moi, j'en ai plus aucun souvenir, parce que ça n'est qu'une succession d'alertes à gauche et à droite. Et on comprend que la situation s'aggrave vite sur le territoire français. On regarde ce qui se passe en Italie avec 7 à 10 jours d'avance. Les réanimations sont débordées. On commence à être extrêmement inquiet. Le directeur général de la santé, d'ailleurs, nous contacte à ce moment-là et nous demande « Est-ce que vous pourriez aller nous aider parce que vous développez à l'Institut Pasteur des tests sérologiques et peut-être que vous pouvez aider Santé publique France à faire une enquête près de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, parce qu'un des patients, le 25 février, est arrivé dans un des hôpitaux de Paris, diagnostiqué avec cette nouvelle pneumopathie. Et l'enquête de Santé publique France montre qu'il y a un foyer aussi dans l'Oise, passé inaperçu, qui pourrait être beaucoup plus important. Donc on déploie des équipes qui vont travailler en partenariat avec Santé publique France, avec les autorités de santé locales et les hôpitaux locaux, et qui vont mettre en évidence, dans cette ville de Crépy-en-Valois, que le virus finalement avait circulé à bas bruit courant février, notamment dans un lycée avec une épidémie importante, mais également dans les écoles primaires. Et c'est tout le travail qu'on a pu faire depuis en collaboration avec la municipalité de Crépy, qui a beaucoup aidé pour essayer de faire avancer finalement la recherche et avec laquelle nous entamons des collaborations sur le long terme. Donc vous avez ici un exemple finalement d'une épidémie en cours de développement. Entre-temps, à l'Institut Pasteur, sous la conduite de Christophe Denfer, qui vous en parlera, une task force a été mise en place pour regarder tout ce qu'on pouvait faire en termes de développement de tests diagnostiques, de traitements, de vaccins et de recherche plus fondamentale qui est évidemment la base de toutes les applications qui pourraient en découler. Et puis, vous connaissez la suite. Devant une situation qui devenait intenable dans les hôpitaux et les réanimations de Paris et du Grand Est, confinement le 17 mars, sortie de confinement à la mi-mai avec juste 1000 à 1500 cas par jour, une situation qui était maintenant beaucoup plus maîtrisée, et puis des stocks de tests, de masques, le personnel qui s'était finalement un petit peu reconstruit pour redémarrer une période qui était en fait un démarrage vers l'inconnu, puisqu'on n'avait pas eu le temps de savoir vraiment comment ce virus allait se répandre une fois qu'on le laisserait ressortir de la cage, parce que le confinement est évidemment une manœuvre très brutale. Et puis, c'est les mois d'été, avec une reprise de l'épidémie d'abord chez une population un peu plus jeune, puis arrive septembre, où l'épidémie à nouveau gagne des populations un peu plus âgées, et malheureusement une reprise des hospitalisations, parce que c'est les personnes les plus âgées qui vont faire des complications.
et comme vous le savez maintenant, une situation à nouveau tendue. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a quand même des nouveaux outils aujourd'hui. On sait quand même comment se transmet ce virus. On a des tests, on a des masques. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris de la période récente qui devraient nous permettre de mieux contrôler la diffusion du virus. Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout de la même ampleur que ce qu'on avait vu avant. Mais il va falloir être très vigilant dans les semaines qui viennent. Et Simon Kochmez va vous parler un peu des travaux de modélisation mathématique et de ce que la modélisation nous permet d'apprendre sur finalement le devenir de cette épidémie et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement contrer sa propagation. Donc je vais en rester ici et puis passer la parole à la personne que Jean-François va vous désigner. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi de dresser ce tableau en quelques minutes. Cette épidémie, par définition, pose beaucoup de questions dans le domaine de l'épidémiologie. Et on aura l'occasion, je pense, lors de la session de questions-réponses, de revenir sur un certain nombre de points et d'apporter plus de précision. Je voudrais donner la parole au professeur Sylvie van der Werf, qui dirige le Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur et qui est professeur à l'Université de Paris. Sylvie, tu peux nous rejoindre. Le Centre national de référence des virus respiratoires a joué un très grand rôle. A joué un très grand rôle dans cette épidémie et elle va vous présenter les travaux qui ont été menés à cette occasion-là. Merci beaucoup Jean-François, bonjour à tous. Alors effectivement, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires a été en première ligne dès la toute première annonce en fait des cas de pneumonie atypique, de pneumopathie atypique, puisque comme Arnaud Fontanet l'a indiqué, ça nous évoquait dans la mesure où on a vécu l'épidémie de SRAS, également l'épidémie de grippe aviaire et les différentes alertes liées à la grippe aviaire, également les cas de MERS coronavirus. Tout cela nous évoquait qu'il se passait peut-être quelque chose d'anormal. Et en fait, avant même que la séquence soit disponible le 10 janvier, il avait filtré justement sur ProMed, sur cette plateforme d'information, qu'il pouvait s'agir d'un coronavirus. Et donc immédiatement au centre de référence, on a ressorti tous les outils que l'on avait à la fois pour éventuellement faire une détection du virus, également pour être en capacité d'isoler le virus. Il faut savoir qu'un virus, ça ne s'isole pas sur n'importe quelle cellule. Et donc, nous avons ressorti les collections de cellules qui étaient susceptibles de nous permettre de faire l'isolement. Et puis, la séquence est arrivée et immédiatement, nous avons, sur la base de cette séquence, défini des outils permettant de réaliser la détection par un test de PCR. Et parallèlement, on était également en lien avec d'autres laboratoires en Europe avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, en particulier avec le laboratoire de Christian Drosten à l'hôpital Charité à Berlin. Et ils avaient également, de leur côté, déjà très rapidement défini des outils qu'on a pu partager. Être en capacité de détecter le virus est absolument crucial. Ça a été évoqué par Arnaud Fontanet, identifier les cas, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, d'être en capacité de détecter les virus. Détecter les cas, c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite les isoler, rechercher les contacts et isoler ces contacts et casser les chaînes de transmission, ce qu'à l'époque, on espérait être en capacité de faire. Donc, ce test que nous avons développé au Centre national de référence, en fait, c'est le test qui continue à servir de référence aujourd'hui. Et le fait que nous ayons en main ce test, c'est ce qui nous a permis d'identifier donc les 3 premiers cas en France, en sachant qu'avant cela, nous avions reçu des prélèvements d'un certain nombre de cas suspects, mais qui s'étaient avérés négatifs. Et donc, ces 3 premiers cas donc, qui ont été détectés le 24 janvier. À partir de là, on a envie de savoir un petit peu plus à quoi ressemble ce virus, quelles sont ses propriétés et par conséquent d'être en capacité de
l'isoler, d'en déterminer la séquence. Et c'est donc ce que nous avons fait. Donc ici, en haut à gauche, vous voyez les profils des graphes que l'on obtient qui permettent, lorsque l'on fait les PCR, de déterminer si un prélèvement est positif ou négatif. Et puis, en haut à droite, vous voyez ce que l'on va avoir comme élément quand on réalise la séquence du génome du virus, ce qui est important pour suivre ensuite son évolution au fil du temps, l'éventuelle apparition de mutations. Et puis en bas, vous voyez les images du premier isolement que nous avons réalisé au CNR. À gauche, c'est une culture de cellules qui n'est pas infectée, sur laquelle on n'a pas inoculé un prélèvement. Et à droite, vous voyez, après inoculation d'un prélèvement positif, eh bien, le tapis des cellules est détruit et c'est ce qui signe la présence de virus. Et puis, il est important également d'être en capacité de quantifier le virus. Donc, nous avons développé différentes méthodes, dont une méthode qu'on appelle une méthode de plage de Lise. C'est ce que vous voyez à droite et ça nous permet d'avoir une approche quantitative de ce virus. Alors, ces méthodes, nous les avons d'une part optimisées de façon à nous assurer qu'elles soient robustes, qu'elles soient aussi sensibles que possible, qu'elles puissent être utilisées à large échelle. Et parallèlement, pour le test de détection, nous l'avons déployé à la demande de la DGS dans les différents établissements de santé de référence tout d'abord, puis dans les hôpitaux de première ligne, puis dans les hôpitaux de deuxième ligne, de façon à être en capacité de décentraliser la détection du virus. Et c'est ce qui a été réalisé au cours du mois de février, ce déploiement des tests. Et aujourd'hui, on sait que en fait, le déploiement a été encore bien au-delà de ça, et c'est ce qui permet d'appuyer la stratégie de tester, tracer, isoler. Parallèlement à cela, il est important de développer des connaissances, de savoir quand, pendant combien de temps, est-ce qu'une personne qui est infectée excrète le virus, est-ce que le virus se trouve plutôt au niveau respiratoire supérieur, donc au niveau du nez, de la gorge, ou surtout du nasopharynx, ou bien est-ce qu'on trouve plus de virus au niveau respiratoire profond, donc au niveau de prélèvement pulmonaire? Est-ce que le virus est excrété dans les selles? On sait aujourd'hui que c'est le cas, effectivement, dans une proportion non négligeable de l'ordre de 30 à 40% des personnes qui sont infectées. Pendant combien de temps? Donc, tout cela, il a fallu le déterminer, le décrire en collaboration avec les collègues des hôpitaux qui prenaient en charge les patients. Alors, avec l'accélération de l'épidémie, le Centre national de référence a également été très fortement impliqué pour la détection primaire des cas, en complément de ce qui pouvait être réalisé au fur et à mesure du déploiement dans les différents hôpitaux. Et avec l'accélération de l'épidémie, le nombre de prélèvements que nous avons reçus est devenu tout à fait considérable, en sachant que ces prélèvements sont manipulés dans des conditions de biosécurité importantes. Vous voyez ici que les personnes sont entièrement équipées d'équipements de protection. Et au plus fort en fait de la première vague, nous avons traité entre 300 et 400 échantillons par jour, ce qui est tout à fait considérable et a nécessité qu'effectivement des renforts soient mobilisés au sein du CNR. Parallèlement à cela, des tests commerciaux de RT-PCR sont apparus et le CNR a également eu en charge l'évaluation des performances d'un certain nombre de ces tests de RT-PCR. Au total, je crois qu'on en a analysé une quarantaine, de façon à s'assurer que les performances de ces tests étaient, en termes de sensibilité, adapté pour la détection des cas en France. Après,
Une des questions qui s'est posée également rapidement, c'est, et ça a été évoqué également par Arnaud Fontanet par rapport aux cas survenus et aux clusters survenus dans l'Oise, à Crépy-en-Valois, il était nécessaire de comprendre et d'être capable de documenter rétrospectivement si quelqu'un avait été infecté ou pas, et pour ça on a besoin de tests sérologiques. Et cela a donné lieu à une mobilisation très importante à l'Institut Pasteur, dont Christophe d'Enfer reparlera. Et le CNR a pris sa part, en fait, dans l'étude de ces différents tests sérologiques qui ciblent, en fait, différents éléments du virus. Et plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à la présence et à développer des tests qui permettent de déterminer si on y a présence d'anticorps capables de neutraliser l'infectiosité du virus. Et les questions que l'on va poser, c'est à partir de quand est-ce que les anticorps apparaissent, combien de temps ils durent, est-ce qu'il y a une différence entre les cas sévères, les cas pas sévères, etc. Et il s'avère en fait que la situation dans le domaine des tests sérologiques est extrêmement complexe en fonction des anticorps qui sont, des protéines qui sont ciblées par les anticorps et également en fonction des populations auxquelles on va s'adresser. C'est ce besoin d'identifier rétrospectivement qui a été infecté a donné lieu en fait au développement de très très nombreux tests commerciaux pour rechercher la présence des anticorps et le CNR a eu en charge l'évaluation des performances des tests sérologiques, à la fois des tests sérologiques destinés à être utilisés sur des grosses machines ou des tests totalement dédiés au laboratoire, qu'également des tests rapides. Et le nombre de tests dont les performances ont été analysées par le CNR est tout à fait considérable, puisqu'il s'agit de plus de 110 tests à ce jour. Et il était très important, pour être en capacité d'évaluer les performances de ces tests, de disposer des différents tests de référence et de bien connaître les indications et le type d'analyse des résultats des tests de référence pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans les prélèvements sanguins qui servent à faire l'évaluation. Alors, aujourd'hui, ces différentes activités se poursuivent. Elles s'orientent toujours vers l'étude et le suivi de l'évolution du virus, également pour comprendre si certaines mutations que l'on voit apparaître, alors même que le virus n'évolue pas beaucoup, ont un impact ou pas sur les caractéristiques du virus. Jusqu'à présent, on n'a pas vu d'impact majeur. Également, pour comprendre que signifient les excrétions, donc la détection à long terme, donc persistante du virus, et essayer de déterminer s'il y a une réalité dans la possibilité de réinfection et surtout à quelle fréquence est-ce que ces réinfections peuvent survenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie. Là aussi, on aura l'occasion de revenir. Je sais que certaines questions portent sur les tests. Vous aurez compris à travers l'intervention de Sylvie van der Werf que beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste pour autant encore un certain nombre de questions. Je voudrais souligner quand même que dans l'histoire des épidémies, jamais on est allé aussi vite entre le moment où on a identifié, déclaré une émergence et le moment où on a été en capacité de pouvoir la diagnostiquer avec des tests d'une telle précision et d'une telle qualité. Et ce délai est extrêmement court, et ça, c'est les progrès de la science qui nous ont permis d'aller aussi vite. Après, on pourra discuter sur la diffusion des tests et l'accessibilité des tests, c'est une autre question, mais en tout cas, sur la mise au point, ça a été extrêmement rapide. Pour poursuivre ces interventions introductives, je voudrais appeler le professeur Christophe d'Enfer,
qui est le directeur scientifique de l'Institut Pasteur et qui, comme Arnaud l'a évoqué dans son propos liminaire, a été en charge de la mise en place de cette task force scientifique de l'Institut Pasteur dès la 3e semaine de janvier, et dont il va vous présenter les travaux. Merci Jean-François. Je voudrais revenir effectivement sur les premières semaines de janvier où rapidement l'Institut Pasteur s'est mobilisé. Je pense que Arnaud aime le dire. Dans la première quinzaine de janvier, nous avons discuté de la nécessité de mettre en place une task force qui pourrait coordonner les efforts de recherche de l'Institut Pasteur sur la Covid-19 et l'infection à SARS-CoV-2. Et cette task force, c'est finalement une réunion entre les meilleurs experts du domaine de la virologie, de l'épidémiologie, Arnaud Fontanet, Sylvie Van der Werf en font partie, et puis ce qu'on appelle les services supports de l'Institut Pasteur, les personnes qui vont aider les chercheurs à avoir des moyens, un environnement de travail le plus idéal. Et c'est cette conjonction d'expertise qui nous a permis d'être, je pense, rapide dans notre réponse à cette épidémie. Un autre élément qui nous a permis d'aller vite dans cette épidémie, c'est un appel aux dons, un appel à la générosité publique qui a été lancé à la fin du mois de janvier et qui a reçu une écoute extrêmement importante et qui nous a permis de lancer un nombre important de projets de recherche sur la Covid-19. Aujourd'hui, il y a 90 projets de recherche qui sont conduits par les équipes de l'Institut Pasteur à Paris, mais aussi par les équipes du réseau international des Instituts Pasteur, et j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Et aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, ce sont environ 400 personnes, une cinquantaine d'équipes qui sont mobilisées pour comprendre la biologie du SARS-CoV-2 et pour essayer d'identifier des stratégies thérapeutiques ou des stratégies vaccinales. Alors évidemment, ces équipes, ce sont des équipes de virologues, d'épidémiologistes, d'immunologistes, ça paraît évident, mais sont venus rapidement les rejoindre, des équipes de biologistes cellulaires, d'informaticiens, de neuroscientifiques, qui pensaient pouvoir apporter leur expertise dans l'étude de ce virus, de cette maladie. Pourquoi, par exemple, des neuroscientifiques? Vous savez que la Covid-19 est associée à des symptômes neurologiques, la perte du goût, la perte de l'odorat. Et donc, nos experts en neurosciences peuvent apporter leur connaissance du système nerveux pour comprendre l'origine de ces symptômes et proposer des stratégies pour y pallier. Alors, je vous ai parlé de 90 projets. De quoi s'agit-il? Vous avez entendu parler de tests de diagnostic, de tests de sérologie, vous entendrez parler de modélisation. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est tout ce que nous faisons pour comprendre la biologie du coronavirus et puis pour essayer de trouver des stratégies thérapeutiques ou des stratégies vaccinales. Donc à commencer par les stratégies thérapeutiques, vous savez sans doute que les virus ne peuvent pas se multiplier sans utiliser la machinerie de nos cellules. Ils sont incapables de leur propre réplication. Et donc il peut être intéressant de comprendre comment les virus, le coronavirus, exploite notre machinerie cellulaire. Et c'est ce que font un certain nombre de nos équipes. Une de nos équipes a par exemple essayé d'identifier l'ensemble des protéines de nos cellules qui interagissent avec les protéines du coronavirus, avec dans l'idée que ces protéines de nos cellules étaient importantes pour la multiplication du coronavirus. Et effectivement, il y a des travaux que nous réalisons en collaboration avec l'Université de Californie qui montrent qu'on peut cibler certaines protéines de nos cellules et ainsi
empêcher la multiplication virale. Et un certain nombre de molécules antivirales ont ainsi été identifiées. Pour certaines, elles sont évaluées dans des études cliniques par l'Université de Californie. Pour d'autres, nous sommes à l'Institut Pasteur à la recherche de molécules encore plus puissantes qui ressemblent aux premières identifiées, que nous pouvons évaluer dans un certain nombre de tests avant d'aller vers des études cliniques. D'autres résultats qui sont, je pense, importants, c'est la démonstration, par exemple, que le coronavirus produit des petits ARN, des petites molécules d'acide nucléique qui vont contrôler nos fonctions cellulaires et en particulier nos fonctions antivirales. Et on sait aujourd'hui que nos fonctions antivirales sont importantes pour contrôler l'ampleur de l'infection par le coronavirus. Et une de nos équipes a participé à une collaboration avec la PHP à des études qui ont amené à montrer que les niveaux d'interférons de type 1, des molécules qui sont impliquées dans le contrôle de l'infection virale, ces niveaux sont extrêmement importants pour décider de l'entrée ou pas dans des phases sévères de la Covid-19. Et donc on peut imaginer à partir de ces résultats des stratégies de prise en charge des patients sur l'utilisation, par exemple, d'interférons. Alors, cibler nos cellules, c'est une stratégie thérapeutique. Une autre stratégie, c'est de cibler directement le virus. Et donc, un certain nombre de nos équipes s'intéressent à des protéines virales qui sont impliquées dans l'entrée du virus dans nos cellules. C'est l'interaction entre la protéine de spicule, la protéine qui décore le coronavirus, et un récepteur cellulaire. C'est une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase qui est impliquée dans la multiplication du génome du coronavirus. C'est une enzyme qu'on appelle la protéase qui est impliquée dans la maturation des protéines du coronavirus. Et donc, nous sommes à la recherche de molécules qui pourraient inhiber l'activité de ces différentes enzymes et ainsi servir d'antiviraux. Nous sommes aussi à la recherche de ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux thérapeutiques qui puissent bloquer l'entrée du coronavirus dans les cellules. Et nos travaux, ils impliquent des approches de ce qu'on appelle la biologie structurale qui permet de comprendre à l'échelle moléculaire comment sont structurées les protéines du coronavirus, comment par exemple ces anticorps monoclonaux agissent sur les protéines du coronavirus. Et ça, c'est permis parce que à l'Institut Pasteur, nous disposons en particulier de cryomicroscopes qui permettent d'aller faire des images de protéines jusqu'à l'échelle atomique. Alors voilà pour ce qui concerne quelques exemples de nos travaux dans le domaine de la biologie du virus et des approches thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il en est des stratégies vaccinales qui sont aujourd'hui développées à l'Institut Pasteur? Je dirais qu'il y a 3 projets de candidats vaccins principaux qui sont développés à l'Institut Pasteur. Un premier projet qui est qui utilise en fait le vaccin de la rougeole. Le vaccin de la rougeole, c'est un virus atténué de la rougeole qui n'est pas capable de faire de maladie, mais qui est capable de provoquer une réponse immunitaire. Et nos équipes ont modifié ce virus atténué de la rougeole de façon à lui faire produire une des protéines du coronavirus, la protéine de spicule. Et donc ce vaccin rougeole recombinant permet au système immunitaire de produire des anticorps dirigés contre le coronavirus. Cela a été démontré dans des modèles animaux et aujourd'hui, ce vaccin est dans un essai clinique de phase 1 qui va chercher à démontrer d'une part son innocuité pour l'homme, mais d'autre part sa capacité à induire une réponse immunitaire contre le coronavirus. Une deuxième approche de candidats vaccins
est relativement similaire, mais au lieu d'utiliser le virus de la rougeole, elle utilise un lentivirus. Et là, nous avons aussi des résultats qu'on appelle précliniques qui sont très favorables. Et nous nous interrogeons sur la possibilité d'aller vers des essais cliniques chez l'homme. Il est important de noter que dans le cas de ce vaccin, il est possible en fait de faire une vaccination intranasale, ce qui peut avoir des avantages. Et puis, la dernière approche est une approche de vaccination ADN dans laquelle on va essayer d'utiliser nos cellules pour produire une des protéines du coronavirus et ainsi induire une réponse immunitaire. Et là encore, les résultats précliniques sont favorables et la question d'aller vers un essai clinique se pose. Alors, avant de finir, je voudrais parler aussi de la mobilisation du réseau international des Instituts Pasteur. Vous savez sans doute que l'Institut Pasteur, c'est un institut au sein d'une constellation de 32 instituts situés en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et donc, tous ces instituts se sont mobilisés pour à la fois conduire des recherches sur la Covid-19, mais aussi avoir un rôle de santé publique qui est une des missions des Instituts Pasteur. Et je voudrais juste prendre un exemple qui est la mobilisation de l'Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay. C'est un institut qui a été fondé en 2004, qui est plutôt un institut de recherche fondamentale, mais qui s'est rapidement mobilisé pour développer des tests diagnostiques et les proposer à la population uruguayenne, et avec énormément de succès, à tel point que l'Organisation des Nations Unies lui a demandé de déployer des tests diagnostiques en Afrique de l'Est. Donc il y a une véritable mobilisation de l'Institut Pasteur, mais aussi des instituts, du réseau des Instituts Pasteur, au service de la santé publique dans le cadre de cette pandémie. Donc je crois qu'on a une mobilisation qui est sans précédent de l'Institut Pasteur et de son réseau pour essayer de trouver des stratégies thérapeutiques, des stratégies vaccinales, proposer des tests diagnostiques, des tests de sérologie. Et je profite d'être sur ce podium pour remercier tous les chercheurs de l'Institut Pasteur qui se sont donnés à fond pendant ces 9 mois pour avancer dans la compréhension de la Covid-19. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Tu as évoqué la cryomicroscopie pour travailler dans le domaine de la biologie structurale. J'en profite pour attirer votre attention sur la photo qui illustre notre conférence ce soir. C'est une photo qui a été réalisée à l'Institut Pasteur, non pas avec un cryomicroscope, mais avec un microscope électronique à balayage. Et c'est une photo en fait qui est une photo de cellules de l'épithélium pulmonaire. C'est ce que vous voyez en bleu. Et les petits points rouges, c'est le virus qui se multiplie. Chaque point rouge est un virus. Et vous avez la multiplication, la prolifération du virus sur une cellule de l'épithélium respiratoire. Ça va me permettre de faire la transition en donnant la parole au docteur Simon Kochmez, qui est responsable de l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses de l'Institut Pasteur, avec 2 petits points. La recherche biomédicale aujourd'hui fait appel à de très nombreuses disciplines, et en l'occurrence, la spécialité de Simon, c'est les mathématiques et la modélisation. Et cette épidémie illustre particulièrement combien ces travaux de modélisation sont importants face aux maladies infectieuses et face aux phénomènes épidémiques pour se donner les moyens de pouvoir les prévoir. Et je pense que Simon va nous expliquer ça. Bonjour à tous. Alors, en effet, moi, je vais vous parler d'épidémies. Ok. Donc, je vais vous parler de ces épidémies qui, on le voit, sont un enjeu majeur de santé publique. Donc, on le voit avec
cette crise de la Covid-19. On l'a vu avant avec d'autres crises, Ebola en Afrique de l'Ouest, Zika en Amérique latine, la grippe pandémique de 2009 et le SRAS quelques années plus tôt. Et face à ces épidémies, l'objectif de mon unité, c'est d'essayer de mieux comprendre ces phénomènes épidémiques, donc mieux comprendre comment les virus se propagent dans les populations humaines. Et c'est une question difficile parce que ces épidémies sont des phénomènes complexes. Tout d'abord, on le voit bien, pour comprendre une épidémie, bien entendu, il faut comprendre la biologie du virus, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Une épidémie, c'est également un phénomène social, et il faut donc aussi qu'on soit capable de décrire comment on va interagir les uns avec les autres, comment on se déplace sur le territoire. Et donc, il faut vraiment développer une approche qui est très pluridisciplinaire, qui va s'appuyer sur toute une série de données biologiques, sociologiques, épidémiologiques, pour capter le phénomène dans sa complexité. La deuxième difficulté, c'est que ces épidémies ont des dynamiques qui sont très très complexes. On le voit, on peut passer de quelques mois, quelques semaines, de 2 cas à des centaines de milliers de cas sur un territoire. Et donc on a besoin là d'outils mathématiques qui vont être capables de bien capter ces dynamiques afin de mieux pouvoir les anticiper. Et la troisième difficulté, c'est que les données qui sont recueillies dans ces épidémies sont des données qui sont souvent très incomplètes. On sait qu'on va voir que la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on a besoin d'outils statistiques pour être capable de vraiment interpréter autant qu'on peut ces données avec toutes leurs limites. Et donc, face un peu à ces différents enjeux, eh bien, dans mon unité, on va développer des approches de modélisation mathématique et statistique pour essayer de relever ces défis et pouvoir caractériser les déterminants de la transmission et du contrôle, évaluer la sévérité de l'infection, être capable d'anticiper les trajectoires épidémiques. Et on voit l'importance de cette question pour soutenir la planification de l'offre de soins, évaluer l'impact des interventions qui ont été mises en place ou qui pourraient être mises en place. Donc c'est un travail qui est vraiment entre la science et la santé publique, avec dans cette crise une interaction bien entendu très importante avec toutes les personnes en charge de la gestion de cette épidémie. Donc c'est difficile de faire une présentation sur les modèles mathématiques sans parler de modèles mathématiques, donc je me suis dit que j'allais vous en présenter un, en vous présentant la version la plus simple, où dans ces modèles, de façon schématique, on va diviser la population en groupes d'individus. Donc on a un premier groupe d'individus qui vont être des individus qui sont susceptibles, ça veut dire qu'ils peuvent être infectés, et puis ils vont être infectés à un taux qui va dépendre du taux de contact entre ces individus susceptibles et les individus infectieux. Lorsqu'ils sont infectieux, eh ben, ils peuvent transmettre, et puis après un certain temps, ils vont guérir. Et donc, je vous ai mis juste quelques équations pour vous montrer qu'il y avait des mathématiques derrière. Et donc, ce modèle très simple va déjà, en fait, pouvoir bien décrire toutes les caractéristiques d'une épidémie, à savoir le fait qu'au démarrage, on a une croissance exponentielle des infections, et puis après un certain temps, il commence à y avoir une diminution du nombre de susceptibles. Donc les transmissions ralentissent, et à un moment on atteint un pic et finalement ça décroît. Bien entendu, dans nos modèles qui décrivent Covid-19, on va utiliser des versions plus compliquées de ce modèle un peu simpliste qui s'appelle le modèle SIR, où on va prendre en compte l'histoire naturelle plus complexe de SARS-CoV-2. On va prendre en compte le fait que pour certains individus, il va y avoir hospitalisation, et donc on décrit aussi tout le parcours de soins des personnes hospitalisées. Un aspect essentiel pour ce virus, c'est bien entendu que la sévérité de l'infection change très fortement avec l'âge, et donc on prend ça en compte, et ça veut aussi dire qu'on va devoir décrire les interactions entre les différents groupes d'âge. Une personne de 80 ans n'a pas forcément le même nombre de contacts qu'une personne plus jeune, et donc on va avoir des données pour décrire ça dans nos modèles. Alors, juste pour vous donner 2 illustrations d'application de ces modèles. La première, bien entendu, c'est pour soutenir la planification de l'offre de soins. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis le démarrage. Et donc là, vous avez ici une évaluation faite juste au moment quelques jours après le confinement, où donc on a fait ça pour toutes les régions. On anticipait donc sous différents scénarios
les besoins en termes de lits de réanimation dans les différentes régions. Et donc, c'est des informations qui étaient passées sur le terrain aux agences régionales de santé. Donc, juste, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai eu une réunion de débrief avec les collègues des ARS sur ces modèles et sur leur application aujourd'hui. Et donc, j'ai été heureux d'avoir un retour un peu des collègues de Grand Est qui m'expliquaient que c'était sur la base de ces modèles qu'ils avaient pu anticiper l'augmentation de leur capacité dans la région Grand Est et que ça avait bien marché. Et aussi un retour de collègues de Nouvelle-Aquitaine qui expliquaient qu'ils avaient aussi utilisé ces modèles pour anticiper en fait les besoins locaux en lit de réanimation et à partir de là déterminer le nombre de patients qui pourraient être reçus des régions plus touchées, Grand Est et Île-de-France. Et bien entendu, c'est un travail qui continue dans un contexte différent parce que on n'est plus dans un contexte de confinement, mais qui continue maintenant pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Bien entendu, ces modèles, ce n'est pas uniquement des outils pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer. Ils ont un rôle fondamental à jouer pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la situation épidémiologique, encore une fois dans un contexte où on sait les données sont très imparfaites. Et bien entendu, les difficultés qu'on les a aujourd'hui, elles étaient encore bien supérieures au tout démarrage de cette pandémie, où initialement, on n'avait pas de données sérologiques. Et ça veut dire que la seule information fiable qu'on avait sur la diffusion du virus dans la population, eh bien, c'était ces données d'hospitalisation, décrivant le nombre de personnes hospitalisées en France chaque jour. Et on sait que ces données d'hospitalisation ne décrivent que les cas les plus sévères. Et donc, une des grandes questions qui s'est posée pendant tous les premiers mois, c'était finalement, d'accord, on voit tant d'hospitalisation, mais en termes d'infection, du degré de pénétration du virus dans la population, eh bien, combien de personnes ont déjà été infectées par le virus? C'était une question très importante pour déterminer justement est-ce qu'on est proche ou pas de l'immunité collective. Et donc, pour répondre à cette question à l'époque, sans avoir accès à des données sérologiques, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé l'analyse de ces données d'hospitalisation avec des analyses décrivant là, des enquêtes épidémiologiques très détaillées dans certains contextes, donc dans une croisière notamment, Diamond Princess, où il y avait vraiment une investigation très poussée, où il y avait beaucoup de cas et beaucoup d'infections qui avaient été détectées grâce à l'enquête sérologique, l'investigation poussée dans cette croisière. Et ces données de Diamond Princess permettaient de mieux comprendre le lien entre la proportion d'infections qui allait donner lieu à des formes sévères. Et donc, en s'appuyant sur ces différentes données, eh bien, on a pu produire sans doute la première carte de la proportion d'infectés en France à la sortie du confinement. Donc, à l'époque, on estimait qu'il y avait 5% d'infectés en France à la sortie du confinement. Et puis aussi, on obtenait d'autres informations très importantes, comme la mortalité par groupe d'âge lorsqu'on était infecté. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on les a, ces données sérologiques, et que l'enquête de Santé publique France, sur cette période-là, a une estimation également de la proportion d'infectés à ce moment-là de 5%, donc qui a une confirmation a posteriori de ces estimations. Et bien entendu, ces modèles ne sont pas figés dans le temps, ils sont amenés à continuellement évoluer. Et donc, au démarrage, on s'appuyait sur les données qu'on avait, donc Diamond Princess, et progressivement, on ajoute à nos analyses ces données supplémentaires qui arrivent, la sérologie maintenant, et d'autres données ensuite, qui vont nous permettre de toujours affiner ces modèles et préciser notre compréhension de la diffusion de ce virus dans la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Alors, sans césure, je vous propose de nous rejoindre, de me rejoindre, de vous installer dans ces fauteuils et qu'on passe directement à la session questions-réponses. Alors, merci beaucoup d'avoir tenu quasiment ce timing qui n'a rien de scientifique, c'est-à-dire raconter toute l'histoire en 10 minutes, c'est pas facile.
Merci parce que en fait, il nous reste une quarantaine de minutes pour ce temps de questions-réponses et on a reçu énormément de questions. Alors, je voudrais dire aux personnes qui ont envoyé des questions, on a tout traité, tout lu, tout classé, essayer d'ordonner les questions pour avoir un temps d'échange qui soit structuré par la suite. On ne pourra pas répondre tout de suite à toutes les questions, il y en avait beaucoup trop. Notamment, on ne répondra pas non plus aux questions à caractère trop médical. L'Institut Pasteur est un centre de recherche biomédicale. On fait beaucoup de santé publique, comme vous l'avez vu, mais on ne fait pas de prise en charge médicale. Néanmoins, j'espère qu'on ne fera pas trop de personnes déçues et qu'au contraire, on arrivera à couvrir en 40 minutes le maximum de questions traitées. Et du coup, je vous demanderai de faire des réponses non pas courtes, mais synthétiques, si vous pouvez. Alors, je vais commencer tout de suite par une question qui s'est posée beaucoup, et ce n'est pas étonnant qu'elle revienne dans les questions que vous avez envoyées. Au début de l'épidémie, l'origine de l'infection a été attribuée à une mutation d'un virus de l'animal vers l'homme. Où en est-on aujourd'hui de ces recherches ? Alors, je vous dis tout de suite, les questions n'ont pas été attribuées, donc ou je les attribue, ou alors vous sautez dessus. Arnaud, peut-être, sur l'origine ? Oui, je peux en dire 2 mots, et puis je pense que Sylvie complétera. Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il existe chez la chauve-souris, une des chauves-souris, un virus qui est à 96% identique à ce coronavirus du SRAS. Donc, on a un parent lointain. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment le virus est passé à l'homme. Il y a un moment, on a parlé du pangolin, parce qu'on trouvait chez des pangolins des virus assez proches, notamment dans la région qui permet de se fixer sur le récepteur cellulaire humain pour rentrer dans la cellule. Mais la piste, pour l'instant, est plutôt un peu écartée, parce que voilà, on n'a pas réussi à la confirmer avec beaucoup d'échantillonnage pourtant chez les pangolins. Ce qui est vrai de ce qu'on sait du SRAS, c'est qu'en 2003, il y avait eu là aussi un réservoir chez une chauve-souris, et puis un animal intermédiaire qui avait été bien identifié, qui était la civette palmiste masquée. Cet animal nous manque aujourd'hui pour ce nouveau coronavirus, et je dois dire que les recherches me paraissent continuer assez mollement. Enfin, je ne sais pas si Sylvie, tu as des nouvelles là-dessus, mais il y a eu beaucoup d'excitation au début, et puis plus grand-chose aujourd'hui. Alors, bon, c'est clair qu'il est très très important d'essayer de comprendre en fait ce passage de la faune sauvage, et donc en l'occurrence des chauves-souris, qui hébergent de très très nombreux virus et qui sont à l'origine de nombreuses émergences. Mais en règle générale, pas directement. Et il y a des hôtes intermédiaires. Tu as mentionné la civette palmiste masquée. Le pangolin a été une hypothèse, mais qui n'est pas confirmée. Et il est clair qu'on a absolument besoin de poursuivre ces recherches, en fait, en interface entre la faune sauvage et les animaux domestiques, ou vendus sur les marchés, comme c'est le cas en Chine, qui peuvent être au contact de l'homme et qui sont susceptibles de mener à une transmission. Alors, je pense qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour ces travaux, et qui sont absolument fondamentaux si on veut pouvoir intervenir à la source et limiter de futures émergences. Alors, vous semblez bien certain de votre origine. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de est-ce que ça peut être une manipulation? Est-ce que c'est un organisme génétiquement modifié? Est-ce que ça peut être fabriqué? Alors, c'est effectivement une hypothèse qu'on voit tourner. Aujourd'hui, en dépit du fait qu'on est capable de reconstituer à partir des éléments de séquence du virus dans certains laboratoires la production d'un virus vivant, infectieux. D'abord, pour les coronavirus, c'est très difficile. Ça nécessite vraiment un savoir-faire très particulier. Il y a extrêmement peu de laboratoires qui sont en capacité de faire ça dans le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment d'éléments tangibles aujourd'hui qui permettent de penser qu'il s'agisse d'un virus fabriqué par nous. Très bien. Alors, il y a aussi beaucoup de questions toujours concentrées sur cette question du virus, sur la notion de mutation. Et sans surprise, c'est des questions aussi qui circulent dans la presse. Quelles sont les connaissances en général aujourd'hui sur les mutations de ce virus?
Combien de mutations le Covid-19, le SARS-CoV-2 a-t-il déjà subi? Voilà, beaucoup de questions demandées. Qu'est-ce qu'il faut penser de la capacité de muter de ce virus et qu'est-ce qu'il faut penser de ces mutations aujourd'hui? Alors, qui... Alors, ce virus, c'est un virus ARN et on sait que les virus ARN, à chaque fois qu'ils se multiplient, eh bien, il peut y avoir des erreurs. Globalement, le virus évolue relativement peu, mais il évolue. Et on voit aujourd'hui une diversification. C'est-à-dire qu'on voit des groupes de virus qui s'individualisent, qui apparaissent, d'autres qui disparaissent d'ailleurs, ou qui sont moins fréquents, et sinon quelque chose qui est suivi de façon extrêmement attentive dans la communauté mondiale, par le biais des séquences qui sont déposées dans une base de données tous les jours, qui sont analysées. Et d'ailleurs, l'Institut Pasteur contribue en fait aux analyses et à la qualité des données qui sont déposées dans cette base de données. Donc, globalement, peu d'évolution, mais une évolution. Et puis, un certain nombre de mutations qui ont retenu l'attention, notamment la survenue d'une délétion dans une région du génome du virus qui correspondait à une région où on avait vu des délétions similaires au cours de l'évolution et de l'adaptation à l'homme du coronavirus du SRAS en 2003 et qui correspondait à une diminution de virulence. Des virus comme ça ont été vus à Singapour, mais ne circulent plus aujourd'hui. Et l'interprétation c'en est que probablement ces virus n'étaient pas très compétitifs par rapport aux autres virus. Alors d'autres mutations ont été évoquées, les mutations qui est portée, mais en association avec d'autres mutations, par les virus qui ont très largement circulé en Europe, une mutation qui est portée par la protéine de spicule. Ça a fait l'objet de très intenses recherches. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que si un effet il y a, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'éléments totalement définitifs à ce sujet, mais les données iraient dans le sens que ces virus seraient peut-être plus adaptés ou se porteraient mieux au niveau de la sphère respiratoire supérieure, ce qui pourrait être lié éventuellement à une toute petite efficacité de transmission supérieure aux virus initiaux qui ont circulé à Wuhan. Je vais peut-être juste compléter là-dessus les aspects Absolument. épidémiologiques avec, je pense que tu faisais référence à une mutation qu'on appelle le D614G dans notre jargon, qui est d'un virus dont les analyses épidémiologiques ont été très difficiles à mener pour arriver à voir si effectivement c'était un virus plus transmissible en population, par exemple, comparé aux autres souches. Les dernières analyses qui en sortent laissent entendre que des clusters associés, donc des foyers de cas groupés associés avec cette mutation, sont légèrement plus grands en taille que les clusters liés avec d'autres virus qui circulaient communément. Et en termes de sévérité, il n'y a pas d'argument pour dire que ces virus sont plus sévères. Donc, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les tout premiers virus arrivés en France étaient différents. Et le virus qui a été responsable de la grande vague de mars et également en Italie, c'est ce virus portant cette mutation. Et c'est ce même virus qui est encore présent aujourd'hui, simplement pour dire, comme le disait Sylvie, qu'il y a eu des mutations certes, mais qui sont probablement sans signification particulière sur la transmissibilité ou la gravité des formes cliniques associées avec ces nouveaux virus, et que le virus d'aujourd'hui, c'est le même que celui de mars. Très bien, ça veut dire qu'on peut conclure quand même à une assez grande stabilité finalement, en tout cas dans la présentation de l'infection. Alors ça me permet d'enchaîner avec la question suivante, c'est quel est le mode de contamination prédominant? Ça paraît une question simple, mais pas inutile. Je vais peut-être prendre, c'est une question difficile en tout cas, et sur laquelle il y a eu beaucoup de débats. À partir des virus respiratoires, il était clair que les postillons allaient très vraisemblablement jouer un rôle, et c'est pour ça qu'on a au début recommandé une distance d'1 mètre pour se protéger, parce que c'est la distance d'un postillon, qu'évidemment le port du masque pourrait protéger, qu'il était important de nettoyer les surfaces parce qu'on postillonne sur des surfaces, et important de se laver les mains parce qu'elles ont pu être contaminées sur ces mêmes surfaces. Donc ça, c'était le paradigme du début sur lequel on était tous assez clairs.
Là où les choses se sont un tout petit peu gâtées, j'ai envie de dire, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment par l'observation des clusters, des cas groupés, que beaucoup de ces clusters avaient lieu dans des milieux dits confinés, des milieux fermés. Et quand on analysait les contacts que les personnes avaient pu avoir au sein de ces lieux fermés, eh bien, il y avait des gens qui s'étaient retrouvés infectés sans avoir été au contact de la personne connue pour avoir été ce qu'on appelle dans notre jargon le supercontaminateur. Donc une personne qui avait probablement une charge virale très élevée et qui, lors de cet événement, a contaminé les autres. Et les discussions qui ont suivi, et là on a des études sur les 6 derniers mois, beaucoup de controverses scientifiques, etc., tendent aujourd'hui à laisser entendre qu'en plus de cette contamination donc typique par les postillons et manuportée quand on s'est contaminé les mains sur des surfaces souillées, existerait aussi une transmission qu'on appelle par aérosol, par des particules extrêmement fines de moins de 5 microns de diamètre, qui sont néanmoins capables d'avoir du virus infectieux parce qu'il y a des telles concentrations de virus dans la gorge que même en parlant, mais surtout en criant, en chantant, on arrive à émettre des particules infectieuses dans ces particules très fines, et que ça peut rester en suspension dans l'air, on ne sait pas très bien combien de temps, et qu'en milieu confiné, ça peut contribuer à infecter très loin, ce qui explique pourquoi aujourd'hui on porte des masques, même si on a plus de 1,50 m entre nous, voire plus. Donc maintenant, quelle est la part relative entre ces 3 modes de transmission? J'entends le postillon manuporté ou l'aérosol. C'est là où c'est plus difficile. Et on sait par exemple que des virus transmis principalement par des aérosols, ce fameux nombre de reproduction, le nombre de cas secondaires par personne infectée, il est plutôt de l'ordre de 10, 15, voire plus. C'est la rougeole par exemple. Si ce coronavirus était transmis de façon majoritaire par des aérosols, le nombre de reproductions n'aurait pas été de 3 comme il est communément admis aujourd'hui, en tout cas entre 2, 5 et 4, mais il serait plus élevé. Donc on se dit que les aérosols jouent un rôle, probablement en milieu confiné, mais que ce n'est pas nécessairement le mode majoritaire de transmission. Maintenant, je peux vous dire que c'est un débat qui est toujours très actif dans la communauté scientifique, et je ne suis même pas sûr qu'on est tous d'accord d'ailleurs ici, et ce n'est pas très grave. L'important, c'est de savoir que les 3 modes existent, qu'on accepte qu'ils existent, et que donc on continue de faire ce qu'on recommande de faire, porter un masque, lavez-vous les mains, gardez une distance physique, et puis nettoyer les surfaces contaminées. Après, qu'est-ce qui vous protège le plus dans tout ça? Je ne suis pas convaincu. Et aérer, j'allais oublier de le dire, très important d'aérer, parce qu'on pense vraiment que les espaces confinés contribuent à la transmission. Donc, merci beaucoup Arnaud. On ne va pas faire le débat là, parce qu'on a plein d'autres questions, mais dans une prochaine conférence, je vous promets. Alors, je voudrais enchaîner avec plusieurs questions qui touchent à l'épidémiologie et au modèle que tu as présenté, Simon. Et je vous les lis comme elles nous sont arrivées. Les mesures sanitaires prises par tous les gouvernements ont entraîné une crise économique sans précédent et durable. En quoi ce virus est-il aussi dangereux pour l'humanité? Combien de morts ou de malades y aurait-il eu sans ces mesures? Ouais, je te sens très inspiré. Mais tu peux faire une approximation. Ouais, donc, il y a 2 paramètres qui vont décrire la gravité d'une épidémie. Le premier, donc, c'est sur la transmission, et donc Arnaud l'a rappelé. On mesure ça avec le nombre de reproductions, donc le nombre moyen de personnes infectées par un cas qu'on estime à 3. Et donc ça, c'est le premier paramètre. Et donc, avec un nombre de reproductions de 3, si on ne fait rien, dans un contexte où il n'y a pas d'immunité dans la population, on s'attend à ce que plus de 50% de la population soit infectée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le taux de mortalité, qui est maintenant donc estimé entre 0,5% et 1%. Si vous faites le calcul, 30 000 morts en France pour une proportion d'immunisés de 5%, vous arrivez à un taux de mortalité d'à peu près 1%. D'accord ? Et donc, si on regarde ces 2 chiffres, 50% de la population infectée si rien n'est fait et un taux de mortalité de 0,5 à 1%, et ben ça vous fait au moins 300 000 morts en France. Alors, dans ce type de situation, bien entendu, les gens vont changer leur comportement, les gouvernements vont mettre des mesures en place pour qu'on n'atteigne pas ces niveaux de mortalité. Et l'autre enjeu, on l'a vu dans cette crise, c'est pas juste le nombre de morts, c'est aussi la saturation des services de santé qui arrive très rapidement, étant donné la croissance très rapide des hospitalisations qu'on a dans un contexte où on ne fait rien. Donc, pour rappel, en début mars, on avait un nombre d'hospitalisations qui
doublait tous les 3 jours. Donc ça va extrêmement vite. Et si on n'avait pas mis en place ce confinement, qui en effet a eu un impact par ailleurs économique énorme, on aurait eu des situations encore bien plus terribles que ce qu'on a vu dans les services hospitaliers. Ces données-là, je me permets, elles sont corroborées aussi par ce que vous pouvez observer dans d'autres pays ou par des analyses qui sont faites par certains de tes collègues dans d'autres pays. Oui, donc pendant longtemps, la question encore une fois, comme on n'avait pas de données sérologiques, on devait s'appuyer donc sur les quelques données qu'on avait, sur donc ces données de croisière, etc., qui étaient limitées. Et donc, on avait beaucoup de questions sur ce taux de mortalité, s'il était vraiment dans cet ordre de grandeur, 0,5 ou 1%. Et maintenant, on a accès à beaucoup d'enquêtes sérologiques dans plein de pays qui vont tous, où les estimations de ce taux de mortalité varient, mais on est toujours entre 0,3 et 1,3%, donc on est toujours dans ces ordres de grandeur. Et pour ce qui est du taux de transmission aussi, là, le signal est très clair dans tous les pays qu'on regarde, on est toujours, comme l'a dit Arnaud, entre 2,5 et 4, donc ce qui fait toujours des proportions d'infectés très importantes si on laisse le virus filer. Et juste pour compléter sur le fait que si on laisse l'épidémie aller, eh bien jusqu'à 50% de la population serait infectée, c'est ce qui a été observé déjà dans quelques endroits. Alors, par exemple, en Inde, près de Bombay, il y a une enquête donc sérologique qui détecte des anticorps et qui témoigne donc d'une infection passée, qui laisse entendre que plus de 60% de la population a été infectée. Même chose au Cap, en Afrique du Sud. Même chose à Manaus, au Brésil. Donc, on a maintenant 3 exemples d'endroits, des endroits avec une certaine promiscuité, où, avec des mesures de contrôle insuffisantes, la transmission a quand même permis d'affecter plus de la moitié de la population. Et donc, laisse bien entendre que cette limite qu'on évoque de au minimum 50% de personnes infectées pour que ça s'arrête est probablement très plausible et donc il faut compter avec par rapport à nos perspectives. Bien sûr, ce ne sera pas par l'infection naturelle qu'on va atteindre cette immunité qui va bloquer la transmission du virus, c'est par un vaccin parce que, comme le disait Simon, si on devait y passer par l'infection naturelle, ça voudrait dire, pour la France, par exemple, 300 000 décès, à moins que des nouveaux traitements arrivent, mais ça, c'est des choses on va y revenir. Juste alors, questions et réponses courtes, Simon. Les modélisations mathématiques de l'évolution de l'épidémie effectuées jusqu'ici ont-elles été justes ? Donc là, je vous ai montré quelques exemples où ça a bien marché. Dans le contexte actuel, c'est bien plus difficile à faire parce que donc on ne parle pas de prédiction dans le contexte actuel parce que on parle de scénario parce que on est dans un contexte où on sait que les comportements peuvent changer très vite, des mesures de contrôle assez fortes peuvent être mises en place qui vont changer la dynamique. Donc on fait juste des scénarios sur qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent si on reste sur la même dynamique de croissance dans les hospitalisations. Donc on présente toute une série de scénarios où ça reste stable et où ça décroît. Et c'est des travaux jusqu'à présent ont plutôt bien fonctionné si on regarde tout ce qui s'est passé pendant la première période. Il y avait la question suivante, c'était que prévoient ces modélisations pour les prochaines semaines. Je pense que tu viens d'y répondre en évoquant les scénarios. Oui, donc on voit, donc ça dépend des régions. En fait, il y a des régions où la transmission, le nombre d'hospitalisations croît plus lentement maintenant qu'en courant septembre. Et donc nos projections pour ces régions-là sont nettement plus favorables maintenant qu'elles n'étaient en septembre. Et puis pour d'autres régions comme Île-de-France, par exemple, là, on reste sur une croissance assez rapide des hospitalisations. Et donc, il faut encore qu'on réussisse à casser cette dynamique de croissance. Alors, on est toujours dans les questions touchant à l'évolution de l'épidémie. Et je reviendrai peut-être sur une autre après. Peut-on affirmer que le virus est bien saisonnier à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qu'il faut penser de la saisonnalité de ce virus ? Donc, il y a des travaux de modélisation qui ont été faits en comparant, en fait, en regardant la saisonnalité des autres coronavirus. Et donc, qui suggèrent que pour une majorité de coronavirus, on peut avoir une réduction du taux de transmission durant l'été, mais que la conclusion de ces travaux, ça qui a été complètement confirmé là, donc c'est des travaux qui dataient d'avant l'été, c'était que ce ne serait pas suffisant, même s'il pouvait y avoir des petites variations
du taux de transmission, ce ne serait pas suffisant pour que l'épidémie s'éteigne et que donc la transmission pouvait perdurer durant l'été. Et depuis, je ne suis pas sûr d'avoir vu plus de travaux spécifiquement sur le SARS-CoV. Juste simplement pour dire que, de façon très empirique, on a quand même observé que dans l'hémisphère sud, pendant ce qui pour nous était l'été et pour eux était l'hiver, certains pays, comme l'Afrique du Sud par exemple, ont connu une épidémie au mois d'août extrêmement importante, Madagascar également, puis l'Australie qui était à peu près dans un calme, j'ai envie de dire, jusqu'à juillet, a vu aussi au mois d'août, en tout cas pour Melbourne, un redémarrage de l'épidémie, là où c'était l'hiver pour eux. Donc on a des arguments indirects pour dire qu'avec ce nouveau coronavirus, un caractère saisonnier est vraisemblable, qui s'installera à terme, parce qu'effectivement au début, ça ne suffit pas pour, en l'absence d'immunité collective, pour dicter la transmission du virus. Et puis on a évidemment l'exemple des autres coronavirus, en tout cas qu'on appelle saisonniers, qui donnent le rhume et d'autres manifestations respiratoires simples qui ont un caractère saisonnier très franc. Oui, donc ça, ce sera ma dernière question sur ces questions d'évolution. Je sais que c'est très difficile toujours. La question se présente comme ça, c'est alors que nous abordons la deuxième vague, entre guillemets, devons-nous craindre d'autres vagues successives? De façon plus générale, voilà, comment on peut se projeter aujourd'hui un scénario à plus long terme, on va dire? On s'attend à ce que, quoi qu'il arrive, ce virus va continuer à circuler. Donc là, on est dans la phase la plus aiguë parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immunité dans la population. On peut espérer qu'assez rapidement, on ait accès à ces vaccins et que dans ces cas-là, voilà, ça change complètement la donne, mais que malgré tout, il va falloir qu'on mette en place des stratégies vaccinales et que donc on va continuer à devoir gérer les risques liés à ce virus pendant longtemps. Ce ne sera pas du tout la même ampleur que ce qu'on vit actuellement, mais ça va faire partie d'une réflexion sur de long terme de gestion des épidémies liées à SARS-CoV-2, ça c'est sûr. Non? Très bien. Donc, avant d'aller sur toute la série de questions qu'on a reçues sur les vaccins et sur les traitements, je voudrais aborder le sujet des tests en complément de ce que tu as présenté, Sylvie. Il y a une question qui disait expliquer en quoi consiste la méthode PCR. Donc, tu en as un peu parlé. En 2 mots, 3. Alors, la méthode PCR elle consiste à détecter la présence du matériel génétique du virus et à utiliser ce que l'on appelle des amorces qui vont permettre de cibler très spécifiquement ce matériel génétique, ou en tout cas une copie du matériel génétique pour être exact, parce qu'on part d'un ARN qu'on va copier en ADN. L'amplifier grâce aux enzymes appropriées un très grand nombre de fois et ensuite détecter la quantité des petits morceaux qui ont été amplifiés à l'aide de sondes. Et plus on a de sondes qui s'allument, plus on va avoir de signal, et c'est ce qui correspond aux courbes que je vous ai indiquées. Alors, il y a une question un peu provocatrice et qui va te permettre de parler de la fiabilité des tests. C'est quel intérêt de tester tout le monde, sachant que les tests ne sont pas fiables à 100% et qu'ils représentent un coût faramineux à la sécurité sociale? C'est à la fois une question sur la fiabilité des tests, je pense, et puis c'est aussi une question sur la stratégie de mise en œuvre. Alors, ça c'est la première question, oui. Donc la première question. Après, tout dépend de quel test on parle. Si on parle des tests de détection, les tests de RT-PCR, ces tests sont extrêmement spécifiques. En fait, ils ont une spécificité qui est quasiment de 100%. Et ils sont également, pour les tests de référence et les tests qui sont utilisés très largement en France aujourd'hui, également avec une sensibilité très bonne. On peut même se dire que parfois ils ont peut-être une sensibilité trop élevée, puisque on a un signal positif même quand il y a des faibles quantités de matériel génétique du virus qui reste, et à un moment où on est déjà guéri cliniquement, mais où il y a encore des restes de virus qui sont présents, mais plus de virus infectieux encore présents. Donc la variabilité pour les tests de détection par RT-PCR,
Elle va venir de la nature des prélèvements, la façon dont le prélèvement est fait. Donc il y a un certain nombre d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et puis bien évidemment, on pourra détecter quand le virus est là, quand il est en moindre quantité ou quand il sera beaucoup plus difficile à détecter et il ne faut pas donc se tromper puisque ça va induire une variabilité. Alors après, si on parle des tests sérologiques, là, il y a une variabilité qui est plus grande, même si des critères ont été définis pour les performances des tests sérologiques qui sont utilisés en France. Ils doivent avoir une spécificité d'au moins 98% et une sensibilité d'au moins 90% pour être utilisés. Bon, cela dit, les tests sérologiques n'ont qu'un intérêt rétrospectif. Ce ne sont pas des tests de diagnostic à proprement parler. Ils peuvent être utilisés en aide au diagnostic chez des personnes qui sont prises en charge un peu tardivement par rapport au début de l'infection, à un moment, enfin typiquement 7 jours, au-delà de 7 jours après le début des symptômes, à un moment où la quantité de virus a déjà commencé à diminuer, mais que les effets notamment d'emballement de la réponse immunitaire peut conduire à une aggravation clinique nécessitant une prise en charge. Et après, j'ai oublié la deuxième partie de la question. J'ai une autre question qui va permettre de répondre à la deuxième partie de la question, et qui est pour Arnaud, je pense. Et je vous la lis là aussi comme on l'a reçu. Je ne comprends rien, en majuscule, aux comparaisons de chiffres entre mars 2020, très peu de tests, et aujourd'hui, trop de tests, aboutissant à la dramatisation médiatique orchestrée de l'explosion du nombre de dits positifs. A-t-on pourtant raison de s'affoler? Bon. Alors, on revient aussi sur cette question des stratégies de test. En fait, on est passé d'une phase, entre guillemets, de pénurie, il n'y avait pas assez de tests par rapport à une phase de trop-plein, de gabegie, où actuellement, on est capable de tester 200 000 personnes par jour, ce qui est considérable. Et on a été finalement un petit peu surpris par le fait que les tests ont été utilisés par des gens et pas toujours de la façon avec laquelle on avait anticipé qu'ils seraient utilisés. J'entends par là que des personnes, par exemple, vont se faire tester très régulièrement pour voir s'ils sont infectés ou pas, et à la limite continuent de prendre des risques en se disant, bon, moi-même si je suis infecté, c'est pas très grave parce que je suis jeune, je vais pas faire de complications, je veux quand même protéger mon entourage avec des gens vulnérables autour de moi, et je vais mener la vie que je veux en faisant un petit peu attention et me tester régulièrement. Et ça, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point ce type de comportement était répandu, mais ce qu'on a en tout cas observé, c'est que avec 200 000 tests par jour, on n'arrivait pas pour autant à permettre aux personnes qui en avaient réellement besoin d'avoir un test fait rapidement et les résultats également rapidement, parce que là, il faudrait que la boucle soit très courte. Les gens qui en ont vraiment besoin, c'est des gens qui ont des symptômes évocateurs de la Covid, qui doivent savoir très vite si c'est le diagnostic ou pas, et de toute façon s'isoler, s'auto-isoler dans l'attente du résultat du test. Et puis il y a des gens qui ont été des contacts de cas confirmés, eux aussi ils doivent avoir une confirmation très rapide de savoir s'ils sont infectés ou pas. Et puis il y a des populations qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention, par exemple dans les EHPAD, on sait que quand le virus arrive dans les EHPAD où il y a des populations très fragiles, il faut pouvoir très rapidement le détecter, d'autant que les formes cliniques chez les personnes âgées peuvent être très frustres. Donc aujourd'hui, il y a un recentrage des tests chez les bonnes personnes, hein, ce que j'ai dit, hein, ceux qui ont des symptômes de Covid, les cas contacts de personnes confirmées, et puis des zones qu'il faut surveiller. Et à partir de là, il faut absolument arriver à avoir des rendez-vous rapidement et des résultats rapidement, parce que sinon, tout ce qu'on veut faire en termes de traçage de contact et d'isolement est voué à l'échec. Donc il y a un recentrage à faire, et je pense qu'on a finalement un peu trop profité de ces tests qui étaient devenus disponibles sans rationaliser leur usage, et que maintenant, j'espère, le message est passé pour qu'on retourne à des choses beaucoup plus cohérentes pour permettre un traçage efficace et un isolement efficace. Ce que tu veux dire, c'est que le test, c'est aussi tester, isoler, tracer. Le test, c'est le début d'un des piliers de la réponse à l'épidémie, qui est vraiment d'aller d'abord que les personnes qui ont des symptômes s'auto-isolent, c'est très important, hein, le temps d'avoir leurs tests et leurs résultats, mais pour que ce soit acceptable pour les gens, il faut que ça puisse se faire vite, parce que sinon, si ça doit durer 10 jours, ils ne vont jamais s'auto-isoler. Et puis, après, il faut tracer les contacts, et très rapidement,
Donc il faut savoir vite si les gens ont été infectés pour leur demander avec qui vous avez été en contact, qui vous a éventuellement infecté et qui vous auriez éventuellement infecté. Les deux parties sont très importantes. Et puis, il faut isoler les personnes qui sont susceptibles d'être elles-mêmes contagieuses. Donc, tout ça, c'est important. Mais alors, pour répondre très vite à la question, effectivement, sur la base des hospitalisations et qui sont un marqueur beaucoup plus fiable et beaucoup plus robuste, l'équipe de Simon a pu estimer qu'en mars, il y avait eu beaucoup plus de cas que de cas connus. On était même à une certaine période proche de la mi-mars à plus de 100 000 cas par jour. Et qu'en sortie de confinement, je pense qu'on était plutôt entre 1000 et 3000 par jour. Et qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 20 à 30 000. Je crois qu'il y en avait 16 000 déclarés hier, mais il y a des gens qui n'ont pas été diagnostiqués, qui sont asymptomatiques. Donc ça, c'est les ordres de grandeur qu'on a, mais basés beaucoup plus sur des calculs faits à partir du nombre d'hospitalisations qui est beaucoup plus fiable que les dépistages qui sont très dépendants de la disponibilité des tests et de qui va aller se faire tester. Alors, je vous propose qu'on change de sujet parce que l'heure tourne très vite. Et il y a tellement de questions sur les vaccins, même si tu as abordé le sujet, je pense qu'il faut qu'on y revienne. Alors, s'il vous plaît, des réponses courtes. Avons-nous un espoir pour un vaccin cette année, l'année prochaine, l'année d'après? Cette année, c'est peu probable. On voit en fait que les essais cliniques de phase 3 qui s'annonçaient pour avoir des résultats d'ici la fin de l'année, en fait, sont en train de dériver vers le début de l'année prochaine. Donc, à la fois la problématique de l'obtention des résultats des essais cliniques, plus la problématique de la production, de la diffusion, de la vaccination, à mon avis, ce n'est pas pour avant le milieu de l'année prochaine. Quel est le délai raisonnable entre le début de la recherche et la commercialisation d'un vaccin? Alors là, la question est posée en général, mais la réponse est attendue en particulier, je pense. En général, c'est une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et il y a un certain nombre de raisons à ça. Il y a que finalement, on connaissait les coronavirus et on savait quelles protéines il fallait utiliser pour développer un vaccin. Donc, cette phase en fait de la recherche n'a pas eu lieu. On avait un certain nombre de stratégies vaccinales clés en main qui ont pu être mises en œuvre immédiatement. Et puis, il y a une accélération de l'ensemble des phases. Il y a des procédures accélérées pour les différentes phases des essais cliniques. Les industriels se mettent en ordre de marche pour pouvoir anticiper la production. Et donc, c'est ça qui permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite tout en respectant les règles d'éthique et de sécurité autour des vaccins. Alors, il y a plusieurs questions que je ne vais pas lire, mais que je vais résumer, qui tournent autour de l'idée de la question problème des mutations du virus que vous avez évoqué tout à l'heure et problème des approches vaccinales. C'est-à-dire que est-ce que les approches vaccinales d'aujourd'hui resteraient adaptées à des mutations éventuelles du virus? Ou si on va très vite, on va vacciner, mais est-ce qu'il n'y aura pas un autre virus? Enfin, voilà. Comment il faut appréhender cette question mutation et vaccin? Alors, concernant les mutations, effectivement, après, ça va dépendre en fait des vaccins et du type d'immunité qu'ils vont induire. En général, si on parle des anticorps, ça va cibler plusieurs régions de la protéine de spicule, de la protéine la plus accessible du virus. Et donc, une seule mutation, on ne s'attend pas à ce qu'elle diminue drastiquement la capacité à ce que les anticorps qui seraient induits par la vaccination donc ne soient plus efficaces. Bon, cela dit, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une attention. Les éléments du virus qui sont les plus ciblés par les anticorps et très certainement avec l'avènement des vaccins, c'est quelque chose qui sera suivi à l'image de ce qui est fait pour le virus de la grippe. Mais encore une fois, ce virus mute beaucoup moins que le virus de la grippe. Ce qui donne de l'espoir. Que pensent les experts de l'Institut Pasteur de l'intérêt et du rôle du vaccin BCG? Alors, brièvement, en fait, l'idée, c'est que y a une composante de l'immunité qui s'appelle l'immunité innée
et dont on pensait en fait qu'elle n'avait pas de mémoire. Et il y a des travaux dans les années récentes qui ont montré qu'il y avait une composante de mémoire dans l'immunité innée. Et donc la vaccination par le BCG, mais aussi la vaccination pour la rougeole, met en place cette mémoire de l'immunité innée et permet en fait de conférer une protection contre d'autres infections que la tuberculose pour le BCG, que la rougeole pour le vaccin rougeole. Et effectivement, la vaccination rougeole, elle est associée à une diminution d'autres infections. Et donc, on peut penser effectivement que la vaccination BCG agit sur l'infection par le coronavirus par le biais de cette mémoire de l'immunité innée. Mais ça reste un élément réducteur, mais sans doute pas un élément qui permettra de contrôler cette épidémie sur le long terme. Alors, il y a plusieurs questions qui interrogent les enjeux de compétition entre institutions, entre laboratoires, entre pays. Je vous en lis une, mais l'idée générale, c'est comment considérer la scène aujourd'hui nationale et institutionnelle et internationale de la recherche. La course entre instituts et laboratoires peut-être, pour être le premier, n'est-elle pas contre-productive et ne fait-elle pas douter des résultats? Voilà, et puis il y a des questions aussi sur vaccins américains, vaccins français, vaccins russes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette organisation de la recherche, finalement? Alors, ce que je dirais quand même, c'est qu'il y a beaucoup de partage de connaissances aujourd'hui. On est quand même dans un monde où le partage d'informations par tous les outils, Internet, les sites, et permet vraiment d'avoir une communication beaucoup plus fluide entre les scientifiques. Alors bien sûr, quand on va arriver sur le développement d'un vaccin, on rentre dans un domaine qui peut être plus protégé. Mais au départ déjà, on a, je pense, une circulation d'informations qui est beaucoup plus forte. Ce qui est très important néanmoins, c'est que les mêmes critères et la même rigueur dans l'évaluation des vaccins soient appliqués, même s'il y a un enjeu pandémique majeur avec ce nouveau coronavirus. Et je pense que la priorité sera sur un vaccin qui est sûr, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet indésirable ou peu d'effets indésirables, parce qu'on vaccine des gens qui sont bien portants. Et là-dessus, je crois qu'il ne faut absolument aucun compromis, hein. Parce qu'il faut que vraiment la population puisse avoir confiance dans le vaccin qui va être administré. Sur la partie efficacité du vaccin, on l'a déjà entendu avec la Food and Drugs Administration, qui est aux États-Unis une agence de régulation. Ils ont dit qu'un vaccin qui diminuerait de 50% le risque d'infecter est un vaccin qui serait intéressant. Donc on ne vise pas une efficacité à 100%. On sait qu'on aura une efficacité partielle au début, il faut au moins qu'elle soit de 50%. Et je m'attends à ce que les premiers vaccins qui viendront disponibles auront effectivement un profil de sécurité qui sera excellent. Et ça, il faut le garantir. Il faut que la communauté scientifique soit très vigilante là-dessus parce qu'il y a beaucoup de pression politique pour aller trop vite. Et puis qu'il y aurait une efficacité partielle. Et le dernier mot que je voudrais dire, c'est que ce ne sera pas le premier vaccin qui va prendre tout le marché. Ça va être le premier qui va être utilisé. Et puis assez vite, parce qu'il y a plus de 200 vaccins dans le pipeline, 30 en études cliniques chez l'homme aujourd'hui, 9 qui sont dans la phase ultime. Assez vite, il y aura un nouveau vaccin qui arrivera, qui sera peut-être encore plus sûr ou un peu plus efficace. Et on aura aussi peut-être des vaccins adaptés à différentes populations. Donc il faut comprendre que de tous les vaccins qui sont actuellement en compétition, entre guillemets, eh bien, ils auront peut-être chacun une place. En tout cas, ce ne sera pas un seul winner takes all. Il y aura quand même un peu plus de place. Juste pour rajouter, il faut bien comprendre que les stratégies vaccinales qui sont utilisées par les uns et les autres sont différentes. L'Institut Pasteur, en partenariat avec MSD, développe un vaccin basé sur le vaccin rougeole. L'université d'Oxford a fait qu'AstraZeneca utilise un adénovirus. En Chine, il y a d'autres stratégies qui vont être utilisées. Sanofi et GSK utilisent une protéine du virus. Donc ce sont des stratégies qui sont différentes et difficilement partageables en elles-mêmes. Lié à cette question sur les vaccins, il y avait plusieurs questions sur l'immunité collective. Donc je pense que ça peut, avant d'arriver à la conclusion, parce que on avance. Donc la solution n'est-elle pas l'immunité collective? Point d'interrogation.
Euh, il y en a une plus personnalisée. Bonjour, en écoutant Arnaud Fontanet ce matin à France Inter, je me suis demandé comment on pouvait arriver à une meilleure immunité collective si tout le monde porte le masque. Donc peut-être entre immunité collective, Je vaccin, vais laisser Simon scénario. parce qu'on partage vraiment les mêmes Euh, idées. Donc c'est toute la difficulté. Donc pour atteindre cette immunité collective sans vaccin, ça veut dire qu'il y a une grande proportion de la population qui doit être infectée, qu'on estime donc, comme Arnaud l'a dit, entre 50 et 66%. Et la difficulté, c'est que donc certains disent on n'a qu'à laisser le virus circuler chez les jeunes et protéger les personnes fragiles, et comme ça on atteindra cette immunité collective chez les jeunes, et tout en évitant des complications chez les personnes fragiles. Et ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'en fait il y a une très grande porosité. C'est-à-dire que si ça circule chez les jeunes, on l'a bien vu là dans plein de régions, assez vite en fait, même très rapidement, ça se propage dans les autres groupes d'âge, et qu'on n'est pas capable de faire ça, d'isoler un tiers de la population française et les mettre sur une île et puis laisser tous les jeunes s'infecter, ça ne marche pas. Et donc ce qu'on vise pour atteindre ce niveau d'immunité collective, eh bien c'est par la vaccination qu'on va pouvoir atteindre ce niveau, si on veut éviter donc un grand nombre d'hospitalisations, de passages au réa et de morts. Et juste pour compléter par rapport à ce message de bah oui, mais si on se protège tous, effectivement, hein, la contrepartie de la protection, c'est que on ne gagne pas en immunité dans la population. Maintenant, il faut voir qu'on est peut-être quand même, il y a un caractère temporaire à tout ça. D'abord parce que les vaccins, on peut peut-être l'espérer dans le deuxième semestre 2021, on ne sait pas encore en quelle quantité et avec quelle efficacité, mais ça reste quand même maintenant une perspective qui devient un petit peu tangible. Et puis la deuxième chose, c'est qu'entre-temps, il y aura peut-être aussi des traitements, hein. Il faut aussi savoir qu'il y a eu une amélioration de la prise en charge des patients depuis la première vague. On a vu la proportion de patients hospitalisés qui passaient en réanimation divisée par 2, passant de 30% à 15%. Avec l'oxygénothérapie à haut débit, on a réussi aussi à éviter des intubations et à améliorer la survie des patients en réanimation. Donc les progrès, c'était des anticoagulants, puisqu'on sait que c'est une maladie qui induit la formation de thrombose, hein, et que donc les anticoagulants évitent cela. Et puis les corticoïdes pour prévenir ce phénomène inflammatoire très fort de la deuxième semaine avec des pneumopathies très graves. Donc la prise en charge s'est améliorée. Et maintenant, on commence aussi à avoir des perspectives sur des traitements qui ne seront plus la stratégie qui a été utilisée jusqu'à présent, qui consistait à repositionner des molécules existantes sur une nouvelle indication, mais des traitements vraiment plus spécifiques de ce nouveau coronavirus. Et on a quand même des espoirs avec les anticorps monoclonaux, hein, qui sont en phase d'expérimentation actuellement, avec des traitements à base d'interférons, parce qu'on sait que des personnes qui font des formes graves sont soit des personnes qui peuvent avoir un déficit de production d'interférons, soit des anticorps anti-interférons. Et puis aussi des traitements ciblés sur ces fameuses molécules de l'orage inflammatoire de la deuxième semaine, les cytokines. Et puis d'autres traitements. On a des essais en cours, et j'espère que d'ici la fin de cette année, hein, donc dans les 3 mois qui viennent, on aura des résultats et quand même une possibilité de diminuer le risque de formes graves. Et de fait, les stratégies peuvent à ce moment-là commencer un peu à évoluer. Alors on arrive à la conclusion de cette conférence. Merci beaucoup Arnaud d'avoir abordé cette question des traitements. Et pour conclure, je voudrais justement poser une question sur le traitement complémentaire à Christophe. Les équipes de l'Institut Pasteur sont engagées dans des programmes de recherche pour des traitements, on l'a entendu dans ton intervention, en collaboration avec d'autres équipes, point d'interrogation. Participent-elles à des programmes européens de recherche? Participent-elles à des coopérations internationales? Alors j'ai mentionné un exemple de collaboration internationale avec l'Université de Californie, et donc qui est quelque chose. En fait, historiquement, l'Université de Californie s'était lancée dans l'identification de protéines cellulaires qui interagissent avec les protéines du virus, et sur la base de ces informations-là avait prédit que certaines molécules pourraient avoir un effet antiviral.
Ils nous ont contactés dans le courant du mois de mars parce que eux n'avaient pas les moyens de tester l'activité antivirale et donc l'équipe de Marco Vignuzzi à l'Institut a testé ces molécules pour leur activité antivirale. Et ça a été véritablement le premier pas dans une collaboration internationale forte avec un certain nombre d'équipes. Nous sommes par exemple aussi en train de collaborer avec l'Institut Pasteur de Lille pour évaluer dans des modèles animaux les molécules qu'ils ont identifiées ayant une activité antivirale. Donc je pense que nous avons des interactions internationales, européennes et franco-françaises, et je pense que c'est important pour aller plus vite. La recherche, c'est coopératif. On pourrait croire qu'avec le confinement, cette coopération s'est un peu bloquée avec l'arrêt des avions, et en fait, on arrive aujourd'hui à collaborer très efficacement en utilisant Internet et sans même s'être rencontrés. Décidément, le digital permet de faire tout, même de la science. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, on est obligé de conclure et pourtant, alors j'espère que j'ai vraiment pas frustré trop de gens parce qu'il y a beaucoup de questions encore que j'aurais pu vous poser. Je voudrais vous remercier très, très sincèrement, Arnaud, Sylvie, Simon, Christophe, de nous avoir accordé du temps et d'avoir dialogué. Dialoguer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas échanger par réseau interposé avec nos auditeurs. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine de Pasteur Don. Au revoir.